Salut à tous, du coup on se retrouve de nouveau pour l'exercice 4. Donc ça c'était un petit exercice avec trois questions, les deux premières assez simples et la troisième un petit peu plus compliquée, mais normalement vous pouviez tout faire. Donc énoncé Schtroumpf sportif veut défier les tuteurs kinés au plongeon. Question 1, rappelez les formules du moment d'inertie et du moment cinétique. Donc du coup, moment d'inertie I est égal à m fois k carré. Donc on a I en kilogrammes par mètre carré. Donc si on a I en kilogrammes par mètre carré, ça veut dire qu'on va avoir M en kilos et K en mètres. Ensuite, le moment cinétique, c'est L est égal à I fois vitesse angulaire. Et sachant que I est égal à M fois K carré, on peut aussi le décomposer en disant que L est égal à M fois K carré fois vitesse angulaire. Donc toujours pareil, M en kilos, K en mètres, L en kilogrammes par mètre carré par seconde moins 1, et du coup, vitesse angulaire en radians par seconde moins 1. Ensuite, question 2. Sachant que les tuteurs kinés pèsent en moyenne 63 kg et ont un rayon de gyration de 900 mm, que Schtroumpf sportif a un rayon de gyration de 7 cm et un poids de 600 grammes, quels sont leurs moments d'inertie? Donc là, il fallait calculer le moment d'inertie de Schtroumpf sportif et le moment d'inertie des tuteurs kinés. Donc la première chose à faire, c'est de convertir en unité du système international. Donc 900 mm, ça fait 0,9 m. 7 cm, ça fait 7 fois 10 puissance moins 2 mètres. Et 600 grammes, ça fait 0,6 kg. Ensuite, on calcule I est égal à M fois K carré. Donc là, c'est le I des tuteurs qui est égal à la masse des tuteurs fois le rayon de gyration des tuteurs au carré. Donc, ce qui donne 63 fois 0,9 au carré. Et donc cela nous donne 51 kg par mètre carré. Ensuite, le ID Schtroumpf, c'est égal à la masse de Schtroumpf fois le rayon de gyration de Schtroumpf au carré. Et donc du coup, ça nous donne 0,6 kg fois 7 fois 10 puissance moins 2 mètres, le tout au carré. Et ça nous donne 2,94 fois 10 puissance moins 3 kg par mètre carré. Ensuite, la question 3. On cherche à déterminer la vitesse angulaire que devra atteindre le Schtroumpf pour avoir le même moment cinétique que le tuteur kiné. Déterminer alors le rapport entre la vitesse angulaire du Schtroumpf sportif et celle des tuteurs kinés pour interpréter le résultat. Donc là, c'était un peu une question bâtard, hein, on va pas se mentir, mais elle était finalement pas si compliquée que ça. Il fallait juste bien lire l'énoncé pour partir du début, et dès que vous aviez le début, en fait, après, on trouvait le rapport de la vitesse angulaire de Schtroumpf sur la vitesse angulaire des tuteurs assez rapidement. Donc, ce qu'on cherche, c'est la vitesse angulaire des Schtroumpf, enfin de Schtroumpf sportif, divisé par la vitesse angulaire des tuteurs. On sait qu'on peut retrouver les deux vitesses angulaires dans les équations suivantes. Donc, on sait que le moment cinétique des Schtroumpf, c'est égal au moment cinétique des tuteurs. On sait que le moment cinétique, c'est égal à m tuteur fois k tuteur au carré fois vitesse angulaire des tuteurs. Donc, on sait que ça, c'est égal, comme le moment cinétique des Schtroumpf est égal au moment cinétique des tuteurs, on peut dire que ça, ce que je viens de vous énoncer, c'est égal à la même chose pour les Schtroumpfs. Ensuite, du coup, il fallait isoler la vitesse angulaire des Schtroumpfs divisée par la vitesse angulaire des tuteurs, ce qui était égal à la masse des tuteurs fois le rayon de gyration des tuteurs au carré divisé par la masse des Schtroumpfs fois le rayon de gyration des Schtroumpfs au carré. Donc en fait, ça revenait à faire le moment euh, d'inertie des tuteurs divisé par le moment d'inertie des Schtroumpfs. Voilà. Et donc le moment d'inertie, vous l'aviez calculé à la question précédente, ce qui nous donnait 51 divisé par 2,94 fois 10 puissance moins 3, ce qui est égal à 17 347
Donc cela signifiait que la vitesse angulaire des Schtroumpfs, enfin du Schtroumpf sportif, devra être 17 347 fois plus grande que la vitesse angulaire des tuteurs pour avoir le même moment cinétique. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui passeront en kiné l'année prochaine, c'est un petit mème. Voilà, c'est en gros l'année prochaine quand vous allez arriver en TD, votre premier TD ce sera la palpation du pubis. Donc voilà, c'est un petit mème. Donc on va passer à l'exercice 5. Et bien évidemment, on se retrouve avec un magnifique dossier de Pauline pour changer. Donc du coup, l'exercice 5, il était assez long, mais normalement c'était de l'application de formules. Voilà. Donc l'énoncé c'est Schtroumpfteute cherche Schtroumpfteute, putain c'est compliqué à dire. Schtroumpfteute cherche à tester différents sports et à mesurer l'énergie et la puissance qu'il développe. Question 1. Schtroumpfteute ne se rappelle plus des unités de l'énergie et de la puissance. Il vous demande de lui rappeler les unités en détail. Donc, l'énergie, c'est des joules, c'est égal à des newton-mètres, les newtons symbolisant la force. On peut décomposer du coup les joules en force, c'est égal à masse fois accélération. Donc, les newtons peuvent se noter masse kilogramme. Donc, si on associe les mots, ça donne masse qui donne des kilogrammes et l'accélération en mètres par seconde moins 2. Donc ensuite, sachant que l'énergie en joules, c'est des newton-mètres, on fait joule est égal à kilogramme par mètre par seconde moins 2 par des mètres, ce qui donne des kilogrammes par mètre carré par seconde moins 2. Pour la puissance, on écrit ça en watts. Les watts, on note ça joule par seconde moins 1. Or, on a démontré que les joules étaient égales à des kilogrammes par mètre carré par seconde moins 2. Donc on a juste à faire kilogramme, ici kilogramme par mètre carré par seconde moins 2 par seconde moins 1, ce qui donne des kilogrammes par mètre carré par seconde moins 3. On fait une addition de puissance en fait. Question 2. Schtroumpfteute ne se rappelle plus des différentes formules de la puissance, de l'énergie potentielle de pesanteur, de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle élastique et de l'énergie cinétique angulaire. Il vous demande de lui rappeler ces formules. Donc, du coup, je vous ai fait ce magnifique tableau que vous pouvez afficher où vous voulez chez vous, dans votre douche, dans vos toilettes, voilà, vous faites comme vous voulez. Donc du coup, pour la puissance, on a trois formules différentes. On a la force fois la vitesse, donc force en newton, vitesse en mètres par seconde moins 1. Ensuite, pour la puissance, on a le moment de force en newton-mètre fois la vitesse angulaire en radian par seconde moins 1. Pour la puissance, on a l'énergie divisée par le temps, donc l'énergie en joules et le temps en secondes. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, que j'ai appelée EPP, c'est égal à la masse fois g fois la hauteur. Donc masse en kilo, g en mètres par seconde moins 2, c'est une accélération. Et la hauteur en mètres. L'énergie potentielle élastique, donc c'est égal à, que j'ai appelé EPE, c'est égal à 1 demi de K, constante élastique en newton mètre moins 1, fois x au carré. X, c'est la déformation de l'élastique en mètres. Par exemple, si on vous dit, voilà, il a une compression, comment dire, le ressort se comprime de 1 mètre. Et ben, le x, vous le remplacez par 1. Ensuite, énergie cinétique est égale à 1 demi de mv carré. Donc, m, c'est la masse en kilo, v, la vitesse en mètres par seconde, moins 1. Énergie cinétique angulaire, c'est égal à 1 demi de i moment d'inertie fois la vitesse angulaire au carré en radian par seconde moins 1. Énergie mécanique, c'est égal à l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle, ça regroupe l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique, plus l'énergie cinétique qui regroupe l'énergie cinétique, là on pourrait l'appeler énergie cinétique linéaire par exemple, et l'énergie cinétique angulaire. En gros, l'énergie mécanique, ça regroupe tout. Et l'énergie mécanique, elle est toujours constante. Donc voilà, et bien sûr, puissance du coup, ça va donner des watts, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Énergie potentielle de pesanteur, énergie potentielle élastique, énergie cinétique et énergie cinétique angulaire,
ça va vous donner des joules. Et l'énergie mécanique des joules aussi. Ensuite, question 3. Strumpfsteute commence par faire de la course à pied. Il court à une vitesse moyenne de 11 km/h avec une force de frottement de 30 Newton. Combien développe-t-il de puissance, sachant qu'il court pendant 4,4 km? Combien développera-t-il d'énergie? Donc, on cherche la puissance développée par Strumpfsteute quand il court. Donc là, il faut faire puissance est égale à la force fois la vitesse. C'est la formule qu'on a vue tout à l'heure. Sachant que la vitesse, il faut la mettre en mètres par seconde moins 1. Donc, vous faites 30 newtons dans l'énoncé fois 11 km/h divisé par 3,6. Ça vous permet de, en fait, le 3,6, ça vous permet de convertir des km/h en mètres par seconde. Et ça vous donne 91,67 watts. Voilà. On cherche maintenant l'énergie qu'il produit. Donc, pour trouver l'énergie qu'il produit, il faut qu'on trouve le temps qu'il met pour parcourir 4,4 km. Donc, on sait déjà que pour calculer l'énergie, il va falloir faire puissance fois le temps. On sait qu'il court 11 km/h sur 4,4 km. Donc, comme on sait que V est égal à D sur T, on peut dire que T est égal à D sur V. Et donc du coup, que la distance, comme il parcourt 4,4 km, on convertit en mètres, ça donne 4400 mètres, qu'on divise, comme tout à l'heure, par 11 km/h divisé par 3,6 pour que ça donne une vitesse en mètres par seconde. Pardon. Et ça nous donne 1440 secondes. Donc on peut calculer son énergie. L'énergie est égale à la puissance fois le temps. On avait la puissance tout à l'heure, c'était 91,67 watts, qu'on multiplie par 1440 secondes, ce qui donne 132 004,8 joules. Voilà. Je crois que si vous n'arrondissiez pas la puissance en watts 91,67, si vous laissiez 91,66666 à l'infini, en gros, si vous laissiez en fraction et que vous multipliez par 1440, vous tombiez sur pile 132 000 joules. Donc voilà. Donc les deux étaient globalement acceptés, hein. De toute façon, le jour du concours, vous n'aurez pas 132 004,8 joules ou 132 000 joules, hein. Vous aurez 132 000, 132 peut-être, histoire qu'il vous fasse un petit piège, quoi. Voilà. Donc ensuite, question 4. Strumpfsteute fait ensuite du vélo à 500 tours de pédalier en 5 minutes. Ça veut dire qu'il fait 500 tours de pédalier en 5 minutes. Voilà, globalement, il n'y a rien à comprendre. Avec un moment d'inertie de 0,2 USI. Quelle est l'énergie développée par Strumpfsteute? Donc là, quelle est l'énergie développée? Sachant qu'il y a la formule du moment d'inertie, on se doute quand même qu'il va falloir utiliser l'énergie cinétique angulaire. Sauf qu'il nous manque la vitesse angulaire. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Il nous manque ici, là, pour utiliser cette formule-là, il va nous manquer le oméga au carré. Donc, pour calculer le oméga au carré, on sait que 1 tour, ça correspond à 2pi en radians. Donc, sachant qu'il fait 500 tours, on fait 500 multiplié par 2pi. Ça veut dire qu'en 5 minutes, il va avoir parcouru 1000 pi radians. Et ensuite, pour avoir la vitesse angulaire, on fait 1000 pi divisé par 5 fois 60, ce qui donne 10 pi divisé par 3. Donc 10 pi divisé par 3, ça fait environ 10,472 radians par seconde moins 1. Voilà, moi j'ai préféré garder le 10 pi divisé par 3, ça donne un truc un peu plus précis. Du coup, on peut dire que l'énergie libérée pendant que Strumpfsteute pédale peut s'écrire en faisant énergie cinétique angulaire est égale à 1,5 fois moment d'inertie, c'est-à-dire 0,2, fois 10pi divisé par 3, le tout au carré. On n'oublie surtout pas le 1,5, qui est hyper important, qui est tout le temps oublié, et le carré. Donc du coup, ça donne 10,97 joules. Ensuite, question 5. Toujours à vélo, il s'arrête en haut d'une côte qui se situe à une altitude de 2000 mètres. Et il hésite entre descendre en vélo et laisser la vitesse du vélo le faire descendre ou descendre la pente en bâton sauteur.
calculer sa vitesse maximale s'il se laisse descendre, son énergie cinétique maximale, son énergie potentielle de pesanteur maximale et son énergie mécanique, sachant qu'il pèse 700 grammes. Donc, on sait que Schtroumpf-Teuteux, il va descendre sans faire de variation de vitesse. Parce que on est dans un système plus ou moins parfait, il n'y a pas de frottement. Donc, il va se laisser descendre, il va accélérer, 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 accélérer. Et puis il va arriver tout en bas pour être à sa vitesse max. Sachant que dans ce genre d'études, on néglige les forces de frottement et qu'on considère qu'il y a conservation de l'énergie sans aucune perte, on peut poser énergie mécanique initiale est égale à énergie mécanique finale. Donc ça veut dire que énergie potentielle de pesanteur initiale est égale à énergie cinétique initiale. Énergie potentielle de pesanteur initiale plus énergie cinétique initiale est égale à énergie potentielle de pesanteur finale plus énergie cinétique finale. Donc on sait qu'à l'état initial la vitesse initiale vaut 0 puisqu'il est arrêté. On sait également qu'à l'état final, comme il a descendu la piste, l'altitude finale vaut 0. Donc on peut écrire que énergie potentielle de pesanteur initiale est égale à énergie cinétique finale. C'est l'équivalent de dire que m fois g fois h initial est égal à 1/2 de m fois vf au carré. Les m se suppriment de part et d'autre, donc on peut dire que g fois h initial est égal à 1/2 de vf au carré. Donc on peut dire que vf est égal à la racine de g fois h initial divisé par 1/2, sachant que c'est l'équivalent de dire que c'est racine de g fois h initial fois 2 divisé par 1. Vous savez, quand on fait l'inverse d'une division, on multiplie du coup l'inverse par l'inverse. Donc 1/2, l'inverse c'est 2. Donc on peut dire que du coup vf est égal à 2 fois g fois hi, qui est égal à 2 fois 10 fois 2000. Donc 2 fois 10, ça va faire 20. 20 fois 2000, ça va faire 40 000. Et du coup, racine de 40 000, ça donne 200 mètres par seconde moins 1. Donc si il se laisse descendre, à la fin de la pente, il atteindra une vitesse de 200 mètres par seconde moins 1. Dans la réalité, c'est impossible d'obtenir une vitesse comme ça. C'est juste que là, il n'y a pas de frottement et il n'y a pas de virage. Enfin, on suppose qu'il n'y a pas de virage. Du coup, en fait, il se laisse vraiment descendre et il n'y a pas de frottement, quoi. Donc c'est pour ça qu'il peut atteindre une vitesse comme ça. Mais dans la réalité, c'est impossible. On peut maintenant calculer son énergie potentielle max. On sait que celle-ci se situe lorsqu'il est à son altitude max, donc à 2000 mètres. On peut dire que énergie potentielle de pesanteur max est égale à énergie potentielle de pesanteur initiale. Et on sait que ça se calcule en faisant m fois g fois h initiale. Donc du coup, on savait que sa masse c'était 0,7 kg. G est égal à 10 fois 2000 mètres, ça fait 14 000 joules. D'après le calcul précédent de la vitesse, on sait que l'énergie potentielle de pesanteur initiale est égale à l'énergie cinétique finale. Donc ça veut dire que énergie potentielle de pesanteur initiale est égale à énergie cinétique finale. Et comme on a calculé tout à l'heure énergie potentielle de pesanteur initiale, ça donne 14 000 joules. On cherche maintenant la valeur de l'énergie mécanique d'après la situation. L'énergie mécanique c'est égal à l'énergie potentielle de pesanteur initiale plus l'énergie cinétique initiale, ou ça peut être aussi égal à l'énergie potentielle de pesanteur finale plus l'énergie cinétique finale, comme vu précédemment. Donc on sait que l'énergie cinétique initiale est égale à 0 et que l'énergie potentielle de pesanteur finale est égale à 0 également. Donc EM est égal à soit énergie potentielle de pesanteur initiale, ou EM, l'énergie mécanique, est égal à l'énergie cinétique finale. Sachant qu'on a calculé tout à l'heure ces deux énergies et qu'elles valent 14 000, ça signifie que énergie mécanique est égale à 14 000 joules. Question 6. À la vue de la vitesse qu'il pourrait atteindre en se laissant descendre, il décide de prendre le bâton sauteur, sachant qu'il fait des sauts de 1,5 m de long en moyenne, que son ressort se comprime de 15 cm et que la constante élastique vaut 104 unités du système international. Donc, on l'a vu tout à l'heure, la constante élastique, c'est en newton par mètre moins 1. Combien va-t-il développer de force à chaque saut ?
il faut juste appliquer la formule de la force élastique. Donc la formule de la force élastique, ça ressemble plus ou moins à l'énergie potentielle élastique. Donc l'énergie potentielle élastique, pour rappel, c'est 1 demi de k fois x carré. Vous avez juste à enlever le 1 demi, le carré, et vous avez votre formule de la force élastique. C'est k fois x, tout simplement. Surtout qu'en plus, quand vous faites l'analyse dimensionnelle, vous savez que le k est en newton par mètre moins 1 et que le x est en mètres. Donc des mètres moins 1 fois des mètres, ça fait rien, et du coup il ne vous reste plus que des newtons. Donc ça vous donne bien une force. Donc ça fait 104 fois 0,15 qui est égal à 15,6 newtons. Donc il produira 15,6 newtons à chaque saut. Question 7. Combien va-t-il développer d'énergie à chaque saut et combien d'énergie faudra-t-il qu'il développe en gros pour arriver en bas de la descente sachant que la pente mesure 10 000 mètres? Donc on cherche l'énergie qu'il va développer à chaque saut. On utilise donc la formule de l'énergie potentielle élastique que je vous ai expliqué tout à l'heure, 1 demi de k fois x carré. Donc là on fait de l'application bête et méchante, 1 demi fois 104 fois 0,15 au carré. Ça c'est la compression élastique. Donc je vous ai dans l'énoncé tout à l'heure c'était mis 15 cm. On l'a converti en mètres. Ça donne 0,15 au carré. Et ça donne 1,17 joules par saut. On va maintenant chercher le nombre de sauts qu'il faut pour qu'il descende la pente qui mesure 10 000 mètres de long, pour ensuite trouver l'énergie totale pour descendre la piste. On sait qu'il fait 1,5 m de distance par saut et que la piste mesure 10 000 mètres. On peut donc trouver le nombre de sauts en faisant 10 000 divisé par 1,5, ce qui donne environ 6666,666 à l'infini. Sauf que si on arrondit à 6666 sauts, il va lui rester environ 1 mètre. Donc il faut arrondir à 6667 sauts. Ça lui fera parcourir en gros 10 000,5 mètres. Mais il aura parcouru ses 10 000 mètres. Donc il faut bien arrondir à 6667 sauts. L'énergie développée par Schtroumpf-Teute pour descendre la piste de la station de bâton sauteur vaut 1,17. Donc ça c'est l'énergie qu'il développe par saut fois 6667 sauts. Et donc c'est égal à 7839 joules. Schtroumpf-Teute développera un total de 7839 joules pour descendre la piste. Après tous ces efforts, il n'a plus d'énergie pour calculer le nombre total de joules qu'il a dépensé. Aidez-le à tout calculer. Donc il suffit simplement d'additionner tous les résultats. Donc énergie totale dépensée, c'est 10,97. Donc ça, il me semble que c'est l'énergie du pédalier. Ensuite, 132 000 joules, ça c'est l'énergie quand il court. Et 7800 joules, c'est pour le bâton sauteur. Donc du coup, ça donne un total de 139 816,16 joules. À noter qu'on n'additionne pas le 14 000 joules de la descente en vélo, car en fait, il s'est posé la question de savoir s'il descendait en vélo ou en bâton sauteur. Donc, étant donné qu'il a vu la vitesse, il s'est dit, bah non, je vais pas descendre en vélo, je vais descendre en bâton sauteur. Donc, il ne faut pas additionner le 14 000. Voilà, c'était juste un petit piège à la fin. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse sur un petit mème. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver en stage. Vous verrez ça l'année prochaine. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, bon courage pour la suite.